Mamadi Doumbouya, la Guinée amorce une profonde réforme de son système éducatif. Cette réforme ambitieuse portée par le programme hautement stratégique Simandou 2040 s'appuie sur un volet clé Simandou Academy, une initiative dédiée à la formation de l'élite de demain, basée sur l'excellence, l'innovation et le développement durable ainsi que le renforcement du capital humain. Dans cette dynamique, une mission de haut niveau du comité stratégique de Simandou, présidée par Djiba Diakité, ministre directeur du cabinet de la présidence, a séjourné du 18 au 24 mai 2025 à Rabat au Maroc. Composé de plusieurs membres du gouvernement et hauts responsables de l'administration, la délégation mandatée par le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, comprend notamment la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Diamy Diallo, membre du comité stratégique de Simandou, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Jean-Paul Sedi, la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Aminata Kaba, le ministre du Travail et de la fonction publique, Faya François Bourounou, Madame Maïmouna Djarabi, conseillère à la présidence de la République, l'administrateur général de l'ACGP, Ibrahim Abé Diallo, membre du comité stratégique de Simandou, le directeur général du service national des bourses extérieures, Aboubakar Kamara. Ces responsables étaient accompagnés sur le terrain par l'ambassadeur de la République de Guinée au Maroc. Ce séjour s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale autour de 3 priorités stratégiques, à savoir l'innovation, l'éducation et le développement du capital humain. Autant de piliers qui constituent l'ossature de Simandou Academy, véritable levier de transformation du système éducatif guinéen. Le programme a démarré par une visite de l'université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. Après une présentation institutionnelle autour de la table, la délégation a effectué une visite guidée des installations, bibliothèque ultramoderne, agora, théâtre, infrastructures sportives, entre autres. Les échanges avec les responsables universitaires ont été jugés particulièrement fructueux. La journée s'est poursuivie au lycée d'excellence de Rabat, un autre établissement de référence. Accueilli avec tous les honneurs, la délégation guinéenne a visité les salles de classe, les installations sportives, les centres médicaux et les infrastructures de natation, judo et karaté. La visite s'est conclue par une photo de famille, symbole d'une coopération prometteuse. Les visites ont continué, notamment sur les sites du géant marocain OCP, Office chérifien des phosphates, qui a érigé à El Djorf l'Asfar. La délégation a également visité les installations de JESA, Jacob Engineering SA, une entreprise née d'un partenariat entre l'OCP et le groupe américain Jacob Engineering, leader mondial de l'ingénierie. Un mémorandum d'entente a été signé entre JESA et l'administration générale de l'ACGP, marquant ainsi une étape importante dans le rapprochement stratégique entre les deux pays. Nous sommes aujourd'hui ravis et fiers et aussi honorés de signer un Memorandum of Understanding avec nos confrères et partenaires de l'ACGP. Aujourd'hui, cette signature corrobore un effort de plus d'une année. Et aujourd'hui, nous voyons l'aboutissement de cet effort. Ensemble, nous allons développer un futur, radieux pour la Guinée. Votre ambition, qui est très très importante pour nous, de Simandou 2040, qui vise à développer la Guinée en canalisant les richesses dont dispose le pays. Et aujourd'hui, en tant que bras armé africain, avec une ADN africaine, nous sommes très disposés à partager notre expertise, notre riche expérience au travers des projets et des partenariats que nous avons développés en Afrique et aussi au Maroc, pour les mettre au profit de nos confrères guinéens et développer ensemble la Guinée de demain, avec un écosystème qui sera prospère, avec une ingénierie de renommée internationale, et nous sommes prêts à œuvrer pour la réussite et le succès de cette grande vision, ce grand programme qui est Simandou 2040. Nous venons aujourd'hui de signer un MOU avec JESA, qui est un partenaire de l'ACGP, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des projets structurants
conformément à la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, la Guinée rentre dans une nouvelle ère, celle de la mise en œuvre du programme Simandou 2040, qui est un programme de développement socio-économique durable et responsable, dans lequel se trouvent des projets structurants qui vont transformer notre pays lors des 15 prochaines années. Donc, nous avons été instruits par M. le Président de la République d'aller chercher la compétence partout où elle est dans le monde entier, afin de nous accompagner à mieux concevoir nos projets et à mieux les exécuter, mais à parallèlement aussi travailler sur un transfert de compétences et de technologies, afin d'assurer que le capital humain que nous recherchons aujourd'hui soit à la hauteur. Et ce capital humain est aussi une partie intégrante de ce programme Simandou 2040 dans une composante Simandou Academy. Donc, ce qui nous a amené aujourd'hui à venir signer cet accord avec JESA, qui viendra mener nos projets avec nous, mais qui aussi prendra nos équipes en immersion à leur siège et sur les sites de leurs projets, afin qu'on puisse apprendre de manière très pratique les méthodologies de mise en œuvre de projets efficaces qu'ils utilisent et qui sont aujourd'hui aussi des standards internationaux qui sont à leur disposition. À Ben Guerir, près de Marrakech, une autre antenne de l'université Roi Mohamed VI a été visitée dans l'ensemble de ses composantes, où les responsables ont salué l'initiative des autorités guinéennes. Nous avons été ravis de recevoir donc la délégation de Guinée, et nous l'objectif c'est vraiment de développer de plus en plus de partenariats avec la Guinée, de pouvoir promouvoir nos programmes en Guinée et d'avoir pour l'année prochaine des étudiants et des étudiantes issus de la République de Guinée qui puissent venir étudier chez nous. Donc on est en train de discuter sur des programmes de scholarship, de bourse pour pouvoir leur permettre de venir étudier chez nous. Et puis de toute façon, nous, l'objectif de l'UM6P, c'est quoi ? C'est de garder les pépites africaines en Afrique. Et donc, on est vraiment en phase avec ce partenariat et on veut vraiment accueillir l'année prochaine de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes issus de la Guinée. Au terme des différentes visites, les ministres Djami Diallo et Jean-Paul Sedi sont revenus sur les leçons majeures tirées de cette immersion dans l'écosystème éducatif marocain. Ils ont salué la vision intégrée du royaume en matière de formation, d'innovation et de valorisation du capital humain, des éléments qui inspireront la mise en œuvre de Simandou Academy en Guinée. Nous sommes au Maroc dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040 sur le volet Simandou Academy qui, conformément à la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, vise à transformer le capital humain pour accompagner le développement économique de la Guinée, mais également garantir la souveraineté nationale de notre pays. Donc, ici au Maroc, nous avons eu à visiter, à rencontrer dans le cadre d'écoles d'excellence, parce que c'est un des volets de Simandou Academy, c'est la construction, la mise en œuvre d'écoles d'excellence pour transformer le capital humain en Guinée. Et également nous mettons en place un partenariat stratégique avec le Maroc afin de travailler sur cette transformation du capital humain en Guinée de manière spécifique. Nous avons échangé autour de la mise en place de bourses d'études, mais également la formation de formateurs, que ce soit en Guinée ou ici au Maroc. On est venu voir l'université Mohamed VI pour nous imprégner de ce qui se fait ici dans le cadre du développement d'un écosystème productif autour des métiers de mine ou autre chose. Il faut savoir que l'université Mohamed VI vient de l'OCP, sponsorisée par l'OCP, qui est une mine de phosphate au Maroc. Et nous voulons dupliquer ce modèle au niveau de Conakry à travers Simandou Academy. Et c'est dans ce sens que je suis là en tant que ministre de l'enseignement pré-universitaire pour observer surtout les lycées d'excellence qui se font et voir quels sont les bassins que nous devons créer déjà au niveau de l'enseignement général pour alimenter ces lycées d'excellence en vue de conduire tout ce qui est pensé, tout ce qui est voulu et tout ce qui est espéré pour le système éducatif et pour le développement de la Guinée. C'est une vision, c'est encore une fois une vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et aussi de toute l'équipe du comité stratégique du Simandou. C'est une vision de faire en sorte que les ressources humaines soient développées et qu'elles soient dès à présent mises en place pour qu'au moment où le projet Simandou atteindra son point opérationnel, nous soyons déjà prêts, la jeunesse guinéenne soit déjà prête pour pouvoir occuper les fonctions qui doivent leur revenir de droit par la qualité de leur formation.
Ce déplacement au Maroc illustre l'engagement profond du président de la République à travers le comité stratégique de Simandou à faire de l'éducation un moteur de développement et un socle de l'émergence nationale. À travers Simandou Academy, c'est une nouvelle école guinéenne tournée vers l'avenir, l'excellence et la performance qui prend forme. C'est officiel, le championnat d'Afrique de Sambo et discipline associée. Les hostilités sont lancées, 19 pays participent à la compétition. À l'ouverture des Jeux, le Premier ministre, accompagné par le ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est le chef du gouvernement qui préside la cérémonie. Ousmane Bangoura. La Guinée accueille l'Afrique pour le championnat d'Afrique senior de Sambo et discipline associée. Pour réitérer l'engagement du gouvernement guinéen pour sa jeunesse, le Premier ministre Amadou Ouriba est ce dimanche aux côtés de la Fédération guinéenne de Sambo pour assister au combat préliminaire de la compétition. Dans ce championnat d'Afrique, la Guinée est représentée par 28 athlètes. Cette grande messe continentale est bien plus qu'un tournoi. Elle est un symbole fort de fraternité, d'engagement et de paix entre les peuples. Chers athlètes, que ce championnat soit une fête du sport, une vitrine de la rigueur, du courage et du respect mutuel. Que chaque combat soit le reflet de l'honneur et de la discipline qui fonde notre sport. Aujourd'hui à Conakry, nous avons quelques clubs. Et nous avons dans la région de Kankan des clubs qui viennent de naître. Notre souhait serait que, évidemment, le sambo soit pratiqué dans toutes nos 33 préfectures et dans toutes nos communes de Conakry. Et cela demanderait un soutien du gouvernement. Parce que chaque fois que les jeunes adhèrent massivement à une discipline, et surtout les disciplines de combat, évidemment, nous les occupons sainement. Et s'ils sont occupés sainement, nous avons la possibilité de les encadrer. Et le sambo est en train de jouer sa partition. Devant le président de la Confédération africaine de Sambo, le Premier ministre a dit toute sa satisfaction pour la tenue de cette compétition en Guinée. Il a profité de l'occasion pour revenir sur les péripéties de cette fédération. C'est un plaisir d'encourager les combats, les sports individuels. À ce niveau-là, la Guinée a des résultats. Il faut qu'on les encourage, que le sport ne se réduit pas simplement à une discipline. Aussi reine qu'elle soit, elle ne peut pas prospérer si les autres disciplines sportives ne se développent pas. Le sport est le facteur d'unité, le facteur de rassemblement. Nos quartiers en ont besoin, nos villes en ont besoin. Les jeunes ont besoin de se reconnaître à travers des sportifs. Donc à tous ceux et à toutes celles qui accompagnent cette dynamique, merci beaucoup. Dans ce mois de mai, 2 compétitions africaines se tiennent à Conakry. Avant le sambo, la Fédération guinéenne de boxe a organisé le championnat d'Afrique de boxe avec la participation de 9 pays. La finale s'est jouée ce week-end devant le Premier ministre chef du gouvernement. La Tunisie est l'équipe championne de cette édition avec 10 médailles, dont 5 en or. Et la Guinée, 4e au classement avec 12 médailles, dont 2 en or. A préciser que le sambo est un art martial d'origine russe. 25 mai 2025, 25 ans d'existence de l'Union africaine. La célébration de cette année est particulière. Les tout petits sont mis en avant. Ils sont guinéens et d'autres nationalités venues de la sous-région. La raison est simple, inculquer à ces jeunes pousses les valeurs du patriotisme et du panafricanisme. Ali Badara Kondi. Tout a commencé par ce carnaval géant de ces tout-petits. Parmi eux, des Guinéens et d'autres venus des pays de la sous-région. Cette cérémonie marque le lancement des festivités des 25 ans d'existence de l'unité africaine. L'événement se déroule dans les locaux de l'école internationale Les Enfants du Futur. L'unité africaine commence dans nos écoles, dans nos cœurs, dans nos quartiers et dans nos entreprises. Elle commence lorsque nous choisissons de coopérer plutôt que de nous opposer. Lorsque nous valorisons nos langues, nos traditions, notre patrimoine.
Cette fête pourra être mise en profit pour sensibiliser les enfants, les jeunes enfants à comprendre que c'est dans l'unité qu'on peut être fort. C'est dans la paix qu'on peut construire un pays. Le thème choisi pour cette célébration avec ces tout petits est une Afrique unie pour une Afrique forte. Par cette célébration, il est question d'inculquer à ces jeunes enfants des valeurs du patriotisme, mais aussi du panafricanisme dès leur bas âge. Nous avons absolument tout sur place. Nous invitons les jeunes, nous invitons les femmes, nous invitons les hommes, nous invitons le peuple africain à se lever. Nous avons l'innovation, nous avons la technologie. Chers jeunes, restons en Afrique et bâtissons le continent dont nous rêvons. Au-delà de l'unité nationale, on en veut avec les enfants ici. Non, l'unique héritage qu'on peut laisser à un enfant pour qu'il soit utile pour la nation, c'est belle et bien, c'est l'éducation des enfants, c'est la formation des enfants. Du sketch, du slam, du théâtre, de la poésie ainsi que des chants et des pas de danse pour égayer l'assistance. Une mise en scène qui permet de faciliter la compréhension des messages allant dans le sens de promouvoir le panafricanisme chez ces tout-petits. Place maintenant aux investissements publics. Le cadre général est disponible. Fini la vulgarisation. 4 jours ont permis aux acteurs de s'approprier le document, un instrument relatif à la gestion des projets et programmes d'investissement public en Guinée. Mamadi Gassama. 4 jours, c'est le délai imparti pour vulgariser le document du cadre général des investissements publics. L'exercice a permis de passer en revue l'ensemble des nouvelles dispositions du décret portant sur la gestion des projets et programmes d'investissement en Guinée. Le Simandou 2040 est à la porte. Le document est complètement finalisé. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est en directe ligne avec ce programme ambitieux qui va être un catalyseur pour notre développement. Et c'est la réalisation de ce programme qui s'étend sur les 15 prochaines années va permettre de transformer notre pays et ouvrir notre pays vers le chemin de la prospérité. Donc il est important que chaque acteur, chacun à ce qui le concerne, puisse s'approprier du contenu de ce document et améliorer sa façon de faire au niveau sectoriel pour améliorer enfin la gouvernance des projets au niveau national. En dotant le pays des nouveaux cadres généraux des investissements, les autorités ambitionnent d'améliorer la capacité du taux d'absorption. Ceci passe nécessairement par la réalisation des projets et programmes d'investissement. Il faut aller au-delà de l'élaboration et de l'adoption des textes. Il faut que chacun aujourd'hui accepte qu'il y a un nouveau cadre qui s'impose à nous tous, un nouveau cadre qui émane de l'orientation de nos autorités au plus haut niveau. C'est pourquoi je voudrais inviter l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de gestion de s'approprier, d'en faire bon usage, et ce qui nous permettra de hisser haut notre pays dans le cadre de la dynamique de repositionnement qui est en cours, prônée et voulue par nos autorités et matérialisée progressivement par M. le ministre de l'Économie et des Finances. À terme, quelques points d'attention sont relevés. Des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de la gouvernance ont été aussi formulées. Au même moment, mobilisation des recettes fiscales, un défi de tous les jours pour faire face au développement national. La sensibilisation est activée, les messages sont liés à la gestion et à la transparence. La séance profite aux étudiants de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Silati Kourouma, Marwan Kamara. À l'amphithéâtre de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, le civisme fiscal est en débat. Autour de cette thématique d'intérêt public, étudiants et spécialistes en la matière. L'initiative vient améliorer le moral fiscal des étudiants afin de contribuer à la promotion des pratiques dans le pays. Les premiers étudiants qui ont déjà suivi des formations sur le civisme fiscal, sur le processus budgétaire, sur le contrôle citoyen de l'action publique, que cette conférence puisse non seulement augmenter le nombre de cibles qui doivent comprendre c'est quoi les fiscs, c'est quoi le budget, c'est quoi le contrôle citoyen de l'action publique, mais aussi que ces étudiants déjà
ait à l'esprit le rôle primordial de la jeunesse dans la mobilisation des ressources internes. Nos citoyens ne sont pas éduqués en matière de mobilisation des ressources fiscales et non fiscales. Et les budgets sont prévus en fonction de ça, de ces recettes-là. Et sans ces recettes-là, nous ne pouvons pas réaliser des prévisions, des activités que nous projetons dans le budget. Le programme est porté par les institutions d'enseignement supérieur du pays en collaboration avec Expertise France et l'ONG Air Guinée. Massivement présents à cette conférence interactive, les étudiants sont conviés à faire des sensibilisations. Pour mieux enrichir un pays, il faut passer sur le paiement des impôts et les taxes. C'est la meilleure façon d'enrichir le pays. La formation m'a plu également car ça me permettra de connaître mes devoirs et mes droits au niveau du paiement des impôts. La sensibilisation des étudiants au civisme fiscal est un processus continu qui nécessite une approche globale multiforme. Elle pourra contribuer à construire une culture fiscale saine et améliorer le financement des services publics. Par ailleurs, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Actuellement, une coopération laisse des signes encourageants. Pendant ce temps, les résultats préliminaires de l'analyse de l'accès aux nutriments sont présentés. C'est l'aboutissement des enquêtes sur les prix et la disponibilité des denrées. 150 marchés du pays ont été couverts. Fodé Camara pour plus de détails. Sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires procède à la présentation au grand public des résultats préliminaires d'une étude tenant compte de plusieurs paramètres, notamment la question d'accessibilité sur le marché. L'enjeu est de combler le déficit en nutriments. On a optionné 150 marchés à travers le pays pour ressortir réellement le déficit, c'est-à-dire en denrées, non seulement et aussi en plus de prix, qui peut permettre à l'État de voir réellement quelles sont les parties ou les préfectures qui sont vraiment en carence alimentaire et quelles sont les denrées les plus chères dans les différents marchés de la Guinée. Et dont l'État pourrait prendre ses précautions pour pouvoir remédier à cela et faire en sorte que l'autosuffisance alimentaire peut être une réalité dans notre pays. Cette analyse situationnelle vient baliser les interventions publiques dans le domaine de la lutte contre la malnutrition. Nous sommes à la phase préparatoire du plan multisectoriel du système alimentaire nutritionnel en Guinée. Un plan pour élaborer, premièrement on fait la revue de l'ancien, mais aussi on tient compte du contexte. Et contexte veut dire quoi? Où nous en sommes avec l'actualité, et ce qui fait qu'on a besoin des données factuelles. Une fois affinés, ces résultats très attendus vont permettre de faciliter l'élaboration des stratégies de riposte avec l'appui des partenaires techniques et financiers comme le Programme alimentaire mondial. Nos attentes vis-à-vis de la NASA, déjà, c'est une appropriation déjà de cette étude qui est quand même, je ne dirais pas nouvelle, mais qui est une grosse opportunité pour la NASA qui gère la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et de l'autre côté aussi, ça permet aussi donc à la NASA de se positionner et de rendre de manière très très anticipée et donc les situations d'accessibilité ou de comprendre l'environnement alimentaire en Guinée. Cette étude servira d'outil de planification pour aider le gouvernement dans son combat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Hors du pays, session annuelle du groupe de la Banque islamique de développement. Les assises se tiennent en Algérie. La Guinée répond favorablement à l'invitation. De très bonnes intentions sont exprimées. La délégation est conduite par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Yaya Silla. C'est ici, au Centre international de conférence Abdelatif Rahal, situé sur les rives de la Méditerranée, que s'est tenue la session annuelle de l'Assemblée du groupe de la Banque islamique de développement BID. La délégation guinéenne, conduite par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, à cette session de l'institution financière multilatérale de développement. Celle-ci, après celle de Riyad en 2024. Plus de 2000 participants venus des 57 pays membres ont débattu
les enjeux et les défis liés à la thématique majeure de l'édition 2025. En marge des travaux, la délégation guinéenne a eu une séance de travail avec Rami Ahmed, vice-président du groupe de la Banque islamique de développement autour du programme Simandou 2040. Nous avons fait la revue de portefeuille. L'objectif était de les parler de la situation macroéconomique de notre pays. Tous les indicateurs sont ouverts, mais aussi le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, les 5 piliers, les projets, les réformes qui vont être annoncés très prochainement. Mais aussi, ils étaient vraiment enchantés pour dire les 5 piliers vont exactement sur les différents points de la Banque islamique de développement. Il faut reconnaître que la Banque islamique de développement, son conseil d'administration a déjà validé 2 projets phares pour la Guinée, celui de centrale pour l'électricité de la ville de Kankan, qui a trop duré, Dieu merci, à peu près 40 millions de dollars, ça a été approuvé, et aussi les projets d'infrastructure aussi qui ont été validés. Donc au jour d'aujourd'hui, cette mission nous donne à peu près plus de 280 à 300 millions de dollars de résultats que nous partons de l'Algérie pour la Guinée. L'ouverture des travaux proprement dit de la session de l'Assemblée de la Banque islamique de développement a lieu mardi dans cette salle de conférence présidée par le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui. Au cours de cette première journée, la BID a approuvé des financements de plus de 1,32 milliard de dollars américains visant à soutenir une croissance inclusive, renforcer la résilience face au changement climatique, sécurité alimentaire, la formation professionnelle et l'accès à l'eau. La délégation guinéenne a rencontré plusieurs autres agences de financement de la BID, notamment ITFC, le Fonds de solidarité islamique pour le développement, le Fonds de l'OPEP pour le développement, ainsi que la Société islamique pour le développement du secteur privé, ICD et IC. Pour la coopération bilatérale, le ministre Nabé a eu des échanges fructueux avec le ministre algérien de l'économie et des finances, en même temps président de la conférence des gouverneurs des pays membres de la BID. Une autre rencontre de cette série, celle avec le ministre azerbaïdjanais de l'économie et de la planification. L'Azerbaïdjan est le prochain pays hôte de la session du groupe de la Banque islamique de développement. 78e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Omar Djoueba, est à Genève en Suisse avec son équipe. Thème de cette année, un monde uni pour la santé, la situation post-Covid-19, les maladies non transmissibles et la couverture sanitaire universelle sont en discussion. Amadou Touré, Mohamed Souma, explication. Tenue de la 78e Assemblée générale de la santé à Genève en Suisse. Les travaux ont porté sur le thème « Un monde uni pour la santé ». Ce sommet mondial de la santé a connu la participation de la Guinée à travers une délégation conduite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. En réitérant l'adhésion de son pays aux accords issus de ce forum, Dr Omar Djoueba s'est dit préoccupé quant à l'application correcte de ses engagements en faveur des pays africains. La pandémie à Covid-19 a mis à nu nos systèmes de santé, mais aussi nos inégalités face aux soins de santé de qualité en période de crise. Étant donné que la santé n'est pas un luxe, mais un droit fondamental, la République de Guinée exprime son soutien à son adoption et réaffirme son engagement à la solidarité internationale, de sorte qu'aucun citoyen du monde ne soit laissé de côté. Le défi majeur restera la mise en œuvre de cet accord que nous espérons relever ensemble. En plus de cet accord sur la pandémie de Covid-19, d'autres priorités sanitaires mondiales ont aussi été abordées lors de ce sommet. On était à 95% de rupture en vaccin traditionnel. On avait le nombre le plus élevé d'enfants 0-12 parmi les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, avec le leadership, la volonté politique, nous n'avons pas de rupture.
nous sommes en train de rattraper les enfants zéro dose et cela est apprécié aujourd'hui au niveau international. Ça fait plaisir. Ce rendez-vous mondial sur la santé a également été une opportunité pour ces spécialistes d'aborder la situation des maladies non transmissibles qui constituent de nos jours un défi majeur pour la santé. À l'international, toujours, Cuba, délivrance des documents consulaires. Les compatriotes sont motivés pour les obtenir. Parmi ces documents d'identification figure le passeport biométrique. À La Havane, un kit est disponible. À l'ambassade de Guinée, les opérations se déroulent déjà. Makemedozo revient sur les circonstances. C'est un exploit pour les Guinéens établis à Cuba. Désormais, ils peuvent s'enrôler sur place pour obtenir les passeports biométriques. C'est un rêve réalisé grâce à la diplomatie offensive de Dr Morisanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, sur instruction du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Un acte qui rapproche de plus la mission diplomatique aux compatriotes vivant à Cuba. Aujourd'hui est un jour de joie, un jour d'allégresse pour ces Guinéens établis dans nos différentes juridictions en ce qui concerne la confection des passeports biométriques. À savoir que l'ambassade de Guinée à La Havane couvre plus de 14 pays. C'est l'occasion pour nous aussi de demander à tous les ressortissants, à tous les Guinéens établis dans nos juridictions, de se diriger vers l'ambassade afin de se faire recenser et afin de se munir d'un numéro unique et un passeport les identifiant comme Guinéens. Dans ce pays d'Amérique latine, plus de 500 Guinéens y vivent. La majorité est constituée d'étudiants boursiers. Un jour vraiment important pour nous. Nous remercions beaucoup notre ambassade et nous remercions le président de la République de nous avoir mis à la disposition un appareil d'enrôlement des étudiants et des ressortissants guinéens qui sont à l'étranger. Cette coopération fructueuse entre Conakry et Havane date de 1960. Elle est basée sur la formation militaire, sanitaire et éducative. Une amitié consolidée par les pères fondateurs, les présidents Ahmed Sékou Touré et Fidel Castro. Et retour au pays maintenant pour parler de cette préoccupation gouvernementale, enrôlement biométrique des populations. Les cadres de l'enseignement supérieur sont à l'université de Somfonia. C'est pour très prochainement déployer les étudiants dans la sensibilisation. D'abord, il faut les former sur le processus. Bakary Bamba Kondé était de la partie. L'université Journal Lansana Conté de Somfonia a donné le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation dédiée au recensement national de la population. Cet événement qui s'est tenu au pôle vide de l'université vise à encourager la participation active des étudiants et à sensibiliser la communauté sur l'importance cruciale du recensement pour le développement socio-économique du pays sur initiative de l'antenne universitaire du mouvement O+. Fixer un seuil. Ce seuil, c'est 13 500 personnes, c'est-à-dire spécialement dans la commune urbaine de Somfonia. Vu que l'université est dans la commune de Somfonia, nous avons une responsabilité, cette responsabilité qu'on appelle sociétale. Nous avons une obligation de remplir cette responsabilité vis-à-vis des citoyens de Somfonia. L'approche est pédagogique et fait trait à la troisième mission des universités, celle de battre campagne au sein des communautés pour les pousser vers une utilité d'intérêt public appelée rabattage. Je vais adopter deux rôles. Et les deux rôles, le premier rôle, c'est de les rapprocher doucement et essayer de leur faire comprendre l'importance du recensement. Et aussi, après, leur dire encore les conséquences si on ne se recense pas, c'est que c'est pas. Dans les prochains jours, ils seront déployés sur le terrain, notamment dans la commune de Somfonia, pour appuyer les autorités locales dans la sensibilisation et la mobilisation des citoyens. Lorsque l'État engage des programmes et des projets de planification pour le développement du pays, nous sommes une institution qui doit être une institution actrice pour opérationnaliser cette vision. Le lancement de cette campagne de sensibilisation au recensement national à l'université de Somfonia par l'antenne O+, marque un pas vers une forte participation de la couche estudiantine dans le processus national de recensement administratif à vocation d'état civil. Recensement biométrique toujours. Cap sur Farana, sous-préfecture de Danlinia.
4000 sont déjà enrôlés sur un objectif de 4900. Une véritable prouesse. La sensibilisation s'accentue. La mobilisation massive des populations est vivement souhaitée. Ça, Martin Fancinadouno. Pour les... Cette tournée du directeur national de l'agriculture à Farana, précisément dans la sous-préfecture de Dantinia, marque un tournant stratégique dans la vulgarisation des enjeux du recensement biométrique. Au-delà de l'état civil, elle incarne une volonté politique de mettre chaque citoyen au cœur du développement national, notamment dans les zones rurales, souvent marginalisées. Ces derniers temps, Farana était un peu dans la ligne rouge en termes de pourcentage lié au recensement. Donc il était question de se mobiliser autour des autorités préfectorales et régionales pour pouvoir vraiment sensibiliser nos communautés, les pousser vraiment à aller vers ce recensement et surtout à les expliquer le bien fondé de ce recensement, leur dire que ce n'est pas seulement juste une question d'élection, mais une question aussi liée à tout ce qui est planification liée au développement local. Pendant cette tournée de proximité conjointement menée avec les autorités administratives de la préfecture de Farana, les rencontres se sont déroulées dans une atmosphère participative. Les kits qui sont là, ils ont des problèmes de charge. Et chaque fois, il faut payer du carburant, mettre dans des groupes pour pouvoir alimenter. Et ça prend du temps. Encore le problème de documents aussi qui a fait aussi du retard. Accompagné d'une délégation technique et administrative de Farana, le directeur national de l'agriculture Aboubakar Demba Samoura a été chaleureusement accueilli par les autorités locales, les chefs de village, les leaders religieux et les organisations paysannes, avec pour enjeu majeur faire comprendre à toutes les composantes de la localité et de Farana que ce recensement est une opportunité historique pour les populations rurales d'exister officiellement dans les fichiers de l'État. Au niveau local, cette fois-ci à Conakry, les autorités jouent leur partition. À Tombolia, elles vont vers les citoyens. L'incitation est l'une des approches développées. Le défi, comme pour les autres localités, est d'enrôler autant que possible les populations. Noumousso Yakité. Les autorités communales sont dans les quartiers, les marchés et autres lieux publics afin de sensibiliser sur l'importance du recensement biométrique. Les citoyens de la commune urbaine de Tombolia sont informés que le recensement est gratuit et ils sont encouragés à se rendre dans les centres administratifs de recensement les plus proches. Il y a un dispositif par la grâce du président Mamadi Doumbouya. On a pu accéder à cela afin que même ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance puissent en avoir sur place et accéder à la possibilité d'être recensés. Lorsqu'on est recensé, on a un identifiant numérisé définitif. Grâce à l'intégration efficace des technologies et des méthodes innovantes, la commune urbaine de Tombolia enregistre des avancées remarquables. La commune de Tombolia a enregistré 54 330 citoyens enrôlés. Il y avait des citoyens qui n'avaient aucun document. Mais puisque le général Mamadi Doumbouya a dit qu'il prend dans son fonds de souveraineté l'argent qui doit servir à l'enrôlement des sans-papiers, donc nous demandons à la population de se déployer davantage. Cette initiative des autorités communales de Tombolia démontre leur engagement à accompagner le gouvernement dans la réussite du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil en cours dans le pays. On reste sur cette priorité gouvernementale. Autorités et citoyens évoluent en synergie sur le terrain. Ils comptent infléchir la position des indécis. Principale assurance, les avantages liés à l'enrôlement biométrique, la musique est mise à contribution. Maïmouna Beladialo. Le stade Cabinet Kouyaté a vibré récemment à l'occasion d'un concert exceptionnel de sensibilisation au recensement biométrique. À l'initiative du mouvement MAD, l'événement a rassemblé une foule impressionnante, une ambiance survoltée, des artistes guinéens enchaînant les tubes et une foule électrisée. C'est dans cette atmosphère que le message citoyen a été répété. Celui qui fait le recensement, il en tire beaucoup d'intérêt. Tu peux obtenir ta carte d'identité et ton passeport. Donc, tu te recenses pour toi-même. Notre mouvement, le mouvement alternatif démocratique, a eu à
organisé cet événement pour soutenir notre cher président, le général Mamadou Doumbouya. Et on a fait appel à toute la population guinéenne. Et on vient, on trouve beaucoup de monde, ça fait plaisir. Dans les tribunes, les jeunes et les femmes, très mobilisés, agitaient pancartes et banderoles, réclamant à l'unisson une chose, le recensement pour tous. Le recensement électoral n'est pas une formalité administrative, mais un acte patriotique. C'est pourquoi j'en appelle à chacun d'entre vous ici présents. À chaque quartier, allez-vous faire recenser. Faites recenser vos familles, mobilisez vos voisins. C'est comme tout un bon Guinéen. Tu vois, M. Fofana, on lui dit merci de mettre cette initiative en place pour soutenir M. le Président. Parce que le monsieur, il mérite d'être accompagné, soutenir, parce que un appel lancé avec force est repris en chœur par une foule conquise. Le concert n'était pas qu'un simple moment festif, c'était un acte fort d'engagement civique rythmé par les sons, les danses et les chants patriotiques. L'événement a fait passer un message clair. S'enrôler, c'est exercer pleinement sa citoyenneté. Sur tout autre plan, développement local, infrastructure de base pour les collectivités de Conakry, les quartiers de Matoto rejoignent la dynamique. Bientôt, une maison des jeunes à Simbaya École et un marché de 4 hangars à Wanindara. Les travaux sont officiellement lancés. Ousmane Kamara, Mohamed Lamine Kamara. Avec la gouvernance du CNRD, le développement à la base se matérialise de plus en plus par la construction des infrastructures d'intérêt public. À Conakry, l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC, redynamise sa machine de partage des richesses nationales pour doter plusieurs quartiers d'infrastructures de qualité. À Simbaya École, c'est une maison des jeunes qui va bientôt sortir de terre. La maison des jeunes de Simbaya École est composée d'un bâtiment en R+2. Au premier étage, une salle de réunion, 4 bureaux, une salle d'attente et 5 toilettes. Au deuxième étage, 4 bureaux, une salle de réunion, une salle d'attente et 5 toilettes. L'entreprise EGAC est chargée de l'exécution de ces travaux pour un délai de 6 mois. Cette première phase comporte la réalisation de 6 micro-projets communautaires pour un coût global de près de 20 milliards de francs guinéens. Ces projets, fruit d'une volonté politique affirmée du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, le financement de ces projets a été rendu possible grâce au dynamisme, à l'efficacité et à la détermination de l'Agence nationale de financement des collectivités. À Wanindara, cette autre pose de première pierre vient ainsi soulager les femmes de cette localité. C'est désormais un marché de 4 hangars qui sera construit à la satisfaction des populations de cette partie de Wanindara. Pour la petite histoire, c'est notre ONG qui les avait invités pour la première fois ici. Ils sont venus, ils ont fait le constat, on avait organisé une journée d'assainissement. On a invité le maire. Monsieur le maire est venu avec son équipe, ils ont fait le constat. Il y a de cela une année, ils nous ont promis. Parce qu'ils ont fait le constat, ils nous ont promis quelque chose. Et c'est ça qu'ils sont en train de réaliser aujourd'hui. Donc vous allez comprendre notre sentiment, c'est un sentiment de joie et vraiment de gratitude. Ces projets de construction d'ores et déjà lancés réconfortent les autorités de la commune de Matoto dans leur position à œuvrer pour le bien-être des populations relevant de leur juridiction. On fonce à Koundara pour découvrir les réalités vivantes de Yukunkun, un village où les besoins de développement se font sentir. Le manque d'infrastructures publiques est remarquable. La souffrance devient le quotidien, source de démotivation pour les bras valides. La zone se vide progressivement. En réponse à ce malaise, les jeunes se retrouvent. Les initiatives se créent à l'image de festivals culturels et sportifs. Un événement qui se veut attractif afin de redonner espoir à ce village. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Moussa Komara. Fondé depuis la désintégration de l'Empire du Mali par le Konyagi Sarangeta vers le XVIIIe siècle, Yukunkun est toujours à l'état primitif du développement. Un village dévasté qui manque presque tout. Les bâtiments administratifs en ruine, à l'image du bureau du sous-préfet et de ce poste de gendarmerie presque détruit par ce tronc de fromager.
Difficile pour les habitants de comprendre son retard. Depuis que Sékou Touré est parti, Yukunkun ne fait qu'avancer mais en reculant. On ne sait pas où est le blocus, parce qu'en réalité, Yukunkun a toujours œuvré surtout pour le parti au pouvoir, que nous, toutes les fois, nous avons demandé des aides. Mais je ne sais pas où juste ce qui ne va pas. Pourtant, ces villages peuplés de Konyagi, Peul, Diakanké et Bagaranké connaissent beaucoup de cadres. Tous ont fait leur premier pas dans cet établissement créé en 1905. Mais aujourd'hui, presque en lambeaux. C'était la seule école de la circonscription de Yukunkun, cercle de Gawal. Sareboido, que vous connaissez, certes, venait scolariser ici, Yukunkun même, et les autres sous-préfectures Guingamp étaient là, avec Yukunkun ensemble, parce qu'il avait quand même son représentant ici, qui résidait avec le représentant de Konyagi auprès du colonial. Également dans le village, le premier centre de santé est complètement décoiffé et défiguré. L'unique poste de santé qui assure la prise en charge des patients de Yukunkun et ses villages environnants est sous-équipé. Nous sommes que 2 titulaires. Les bénévoles qui sont là, on ne peut pas compter sur eux. Parce qu'ils ont des activités pour subvenir à leurs problèmes familiaux. Donc on a besoin de cadres qualifiés et des laborantins, tout ça là, on a besoin de ça parce qu'on n'a pas de laboratoire. À Yukunkun, les habitants sont fiers de leur passé invincible devant l'impérialisme étranger. Beaucoup de colons qui ont tenté de conquérir le pays Konyagi sont morts et ensevelis sur cet espace, comme le lieutenant Mongorje, dont certaines rues du village portent même son nom. Ces autres combattants qui l'accompagnaient ont été inhumés dans une fosse commune, lui dans une fosse spéciale. Voilà donc qui a marqué la rue Mongorje, dont vous avez entendu, qui était bordée de fromagers, et que vous comptez certains autres qui sont là. Avec une tradition riche et une culture authentique, Yukunkun peine à se relever de sa léthargie. La jeunesse consciente espère s'appuyer sur ses valeurs pour relancer son développement. Un festival culturel et sportif est annoncé pour la première fois au mois de juillet. À la préfecture, les initiateurs s'entretiennent avec toutes les parties prenantes pour allumer les flammes de cet événement majeur. Yukunkun a besoin de ses fils parce que déjà tous les régimes précédents n'ont pas eu à faire quelque chose dans le cadre du développement de Yukunkun. On ne peut pas s'asseoir avec bras croisés. Il faut que les fils de Yukunkun se lèvent comme un seul homme pour qu'on organise ce festival-là qui nous tient à cœur. Dans le village, les bases sont jetées. Entre installation des antennes locales de l'association et rénovation des édifices publics devant abriter les invités, le festival s'annonce belle. Avec l'amour qu'on a pour cette localité, nous allons se battre corps et âme pour atteindre les objectifs. Le préfet nous a lancé un défi pour dire que ça serait vraiment une première de ce qu'on veut faire à Yukunkun cette année. Et autour de tous les sous-préfets, les maires de cette localité de Koundara, il a dit que si Yukunkun arrive à réussir à mobiliser toutes les sous-préfectures à Yukunkun pendant 3 semaines, que c'est un défi qui sera lancé pour les autres sous-préfectures. Donc nous voudrions, c'est certes la première édition ne sera pas à 100%, mais nous allons se battre pour que au moins l'image qu'on veut donner à Yukunkun soit une image forte et exemplaire. À l'occasion de ces festivals, les organisateurs comptent rénover plusieurs infrastructures publiques, dont cette école primaire qui fait partie de leur patrimoine culturel. Nous sommes décidés, il faudrait qu'on change, qu'on redonne l'image de cette école-là pour en faire un patrimoine. Parce que pour nous, c'est un patrimoine où il y a des grands intellectuels qui sont passés. Il faut vraiment résoudre la problématique de l'infrastructure, notamment la rénovation et l'équipement. Rassembler les fils autour du développement et la paix, tels sont les enjeux de ce festival qui va mobiliser plus de 700 invités.
Yukunkun entre malaise et espérance. Santé de la femme à présent. Les méfaits de l'excision sont rappelés. La lutte enregistre l'implication des leaders d'opinion en Zérékoré. Un renforcement des capacités est organisé en faveur des religieux et acteurs communautaires. La session est rendue possible grâce à l'UNFPA. Mohamed Saluk Bay, correspondance. Venus des différentes préfectures de la région, ces participants sont outillés sur des thématiques liées aux droits des femmes, notamment les conséquences sanitaires, psychologiques et sociales de l'excision. L'objectif est de faire d'eux des relais efficaces pour une meilleure sensibilisation dans les communautés et dans les lieux de culte où leurs voix ont un impact réel sur les mentalités. Nous sommes là dans la dynamique de l'implication des leaders religieux dans le processus d'habilitation communautaire pour amener les communautés à comprendre les conséquences de la pratique de l'excision en vue d'être des ambassadeurs des droits des femmes dans leur communauté. À travers cette démarche, le département de l'action sociale entend créer une synergie d'action à la base pouvant renforcer la lutte contre les mutilations génitales féminines, mais aussi promouvoir la santé de la reproduction et l'autonomisation des femmes en milieu rural. J'apprécie cette thématique parce que les leaders religieux, à savoir les imams, les prêtres, les protestants, ont assez d'hommes derrière eux qui les écoutent. Si nous voyons que cette pratique va causer du mal à nos mamans qui sont le berceau de l'humanité, vraiment on s'engage dans ce processus pour sensibiliser alors nos mamans afin qu'ils abandonnent cette pratique pour la survie de nos filles, de nos mamans. En tant que leader religieux, aussi à donner l'enseignement dans ma préfecture ou dans ma paroisse afin que les femmes et les jeunes filles soient aussi informées de l'inconvénient de cette pratique afin de les éviter. C'est un engagement collectif des leaders religieux et communautaires qui marque une étape décisive vers le changement de comportement et la protection des droits des femmes dans la région forestière. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.